Accolé à Dijon se trouve le premier village de la route des Grands Crus, Chenôve. C'est l'un des plus anciens villages de toute la Côte d'Or, habité dès l'époque romaine car il se trouvait à proximité d'une voie qui s'étirait en ligne droite des bois de Périgny à la Colombière car elle allait en direction de la capitale régionale de l'époque, Langres. L'étymologie de Chenôve vient du chanvre, cultivé dans l'Antiquité pour fabriquer des vêtements et des cordes. Les Romains en mangeaient aussi parfois quelques graines de temps en temps au dessert pour planer un petit peu. Rien d'étonnant quand on connaît le cousinage du chanvre avec le cannabis. Parmi les parcelles s'en trouve une qui s'appelle le Chapitre. C'est le premier des 1200 climats de Bourgogne classés par l'UNESCO. Climat vient du fait qu'on a dressé au cours des siècles des murs autour des vignes pour les protéger des cochons, des sangliers et des cerfs trop entreprenants. Les parcelles étaient donc closes, menant au terme clos, que l'on nomme climat en Bourgogne. Les murs permettant en plus de cela d'arrêter le vent tout en diffusant la chaleur la nuit après une journée à subir le soleil. Un chapitre, c'est une maison de chanoine. Un chanoine, c'est un dignitaire de l'église. C'est pour ça qu'il y a une croix sur le blason du village, reprenant celle sculptée au-dessus de la porte du chapitre. Le chanoine le plus connu dans le coin, c'est le chanoine Kyr, qui a été maire de Dijon de 1945 à 1948, et qui a donné son nom au Kyr, un vin blanc cassis créé au départ pour distraire de la mortelle absinthe, mais c'est une autre histoire. Datant du XIe siècle, ce chapitre était rattaché au richissime évêché d'Autun, qui cherchait les meilleurs terroirs. Car lorsque d'éminents personnages étaient de passage, c'était à l'évêque qu'il revenait de les accueillir et de les célébrer en offrant généreusement des vins de qualité en leur honneur. De là daterait la tradition du vin d'honneur. C'est ainsi que l'évêché d'Autun fit donc construire une demeure seigneuriale fortifiée qui a été remaniée au XVIIIe siècle. Avant la Révolution française, la justice était rendue au nom de Dieu. Les chanoines avaient donc droit de justice sur le village, ce qui faisait que le complexe possédait en plus d'un cellier, une prison. Parmi les autres clos de Chenôve, on peut citer le clos du Roi, écrit à l'ancienne avec un Y. Cette parcelle produit des vins qui a été servi à la table de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI. C'est un clos qui a été créé au XIIIe siècle par le duc de Bourgogne avant que les rois de France ne se l'accaparent. Les ducs de Bourgogne exploitaient alors un domaine de 50 hectares de vignes, avec un pressoir ducal reconstruit spécialement au XVe siècle. Ils sont, avec ceux du château du Clos Vougeot, les plus grands et les plus anciens de Bourgogne. Et voilà le pressoir de Chenôve, construit sous le duc de Bourgogne Philippe le Hardi il y a 600 ans. C'est le plus vieux pressoir de toute la Bourgogne. Ce pressoir à contrepoids mobile fonctionne comme un énorme casse-noix, une vis avec des contrepoids mobiles de 4 et 8 tonnes écrasant le raisin. Pour la petite histoire, ces contrepoids ont le surnom de Margot, en souvenir de Marguerite de Bourgogne, reine de France par mariage avec le roi Louis X de France. Le plus petit de ces pressoirs permettait de presser 12 tonnes de raisin pour une production de 9000 litres par jour. Ce n'est pas un hasard si ces pressoirs ont été reconstruits sous le règne du duc Philippe le Hardi, car c'était ce qu'on pouvait appeler un pro de la com. Il avait beaucoup travaillé à utiliser le vin de Bourgogne pour s'enrichir et augmenter son prestige ainsi que son pouvoir. Mais pour cela, il devait changer la mode et passer par les influenceurs de l'époque. Car à cette époque, le vin blanc était plus apprécié par les classes aisées, car leur couleur était associée à l'or. La première étape de la stratégie de Philippe le Bon consistait donc à instaurer la première réglementation de l'histoire du vin, interdisant le gamay au profit du pinot noir. La deuxième étape consistait à séduire les influenceurs de l'époque.
En tant que plus puissant duc d'Europe, il fait de la publicité pour son vin en organisant les plus somptueux banquets du Moyen-Âge, invitant les plus puissants d'Europe, offrant aux invités des tonneaux de vin, qu'il envoie aussi en cadeau au roi de l'Occident, sans oublier le pape. Une fois qu'ils y ont goûté, ils en veulent, sauf que là, il faut payer. En parallèle de la deuxième étape, la troisième consiste à développer un réseau d'export de vin à travers l'Europe utilisant les canaux, où les péages étaient payés avec un prélèvement dans l'un des tonneaux, d'où l'expression « pot de vin ». La stratégie commerciale de Philippe marche. Le vin de Bourgogne, bu par les rois, devient symbole de goût et de raffinement, et se répand dans la noblesse des différents royaumes qui veulent imiter leur roi. À partir de là, les ventes et les prix deviennent garantis. À partir de là, on comprend mieux pourquoi une partie de son blason apparaît sur le blason de Chenôve, car il abritait la pièce maîtresse de sa stratégie. Louis XI s'en empare en même temps que la Bourgogne à la mort du dernier duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, en 1477. À la Révolution, ils seront vendus comme biens nationaux. Ils auront fonctionné près de 6 siècles jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite dans les années 20. Par rapport à Louis XI, une autre petite anecdote maintenant. Quand il passa voir les pressoirs, il vit un vigneron en train de casser la croûte et lui demanda si son pain était bon. Le vigneron répondit « C'est du bombi, un type de pain fait avec de la farine de bise ». Depuis, les natifs de Chenôve sont surnommés les bombis. Quant au charmant petit village de Vigneron, il va évoluer car à partir de 1955, il va être choisi pour un projet d'urbanisation de grande envergure suite à l'explosion démographique de Dijon. Dans ce contexte d'après-guerre, l'État veut que les Français, même les plus humbles, puissent vivre dignement en ayant accès directement chez eux à l'eau courante à volonté, qui soit potable, mais aussi chaude à la demande, avec une vraie salle de bain, une vraie cuisine et l'électricité. Un luxe encore bien loin d'exister dans toutes les campagnes en ce temps. Ainsi, la commune passe de moins de 4000 habitants en 1954 à plus de 21 000 en 1977.